Les vocaux du cinéma. Les vocaux du cinéma. Les vocaux du cinéma. Salut Aurélien, comme tu l'as vu sans doute, Val Kilmer est décédé. Et je me disais qu'on pouvait peut-être voir un film et en parler ensemble pour évoquer sa mémoire, donc un film dans lequel il aurait joué. J'en ai vu quelques-uns, mais pas tous. Est-ce que toi, tu aurais une idée d'un film qu'on pourrait voir avec peut-être Val Kilmer en rôle principal ou en rôle secondaire assez marquant et qui sera assez intéressant d'en discuter? Salut Thomas. Écoute, j'ai vu passer la news et c'est vrai que ça m'a fait un truc. J'ai pas vu tous les films de la carrière de Val Kilmer, j'ai pas mal de lacunes là-dessus, mais c'est vrai que c'est un acteur qui m'a toujours beaucoup marqué, déjà de par son parcours. C'est vrai que c'est un petit peu l'éternel second rôle du cinéma hollywoodien dans les années 90. Et voilà, moi, pour ma part, il y a deux, trois rôles que je garde en mémoire et qui m'ont vraiment marqué à une époque où j'étais dans une construction de ma cinéphilie. En fait, quand je commence mes études de cinéma, je fais la rencontre d'un camarade qui va devenir un de mes meilleurs amis et avec lequel je vais réaliser pas mal de courts-métrages. Et donc à cette époque, on parle beaucoup de cinéma. Lui, il a quelques années de plus que moi, donc il a déjà une bonne culture ciné. Moi, j'ai pas mal de lacunes, donc il me fait voir pas mal de films. Et c'est à cette époque-là que je découvre plein de réals qui vont avoir une importance dans ma cinéphilie. Moi, comme beaucoup de jeunes cinéphiles en construction, quand tu as 20 ans, tu vois, je découvre Scorsese, je découvre Fincher, je découvre enfin voilà, tout ce genre de réal qu'on adore regarder quand on a 20 ans. Et parmi ces films, il y a Heat de Michael Mann, et donc un des premiers rôles marquants de Val Kilmer, enfin pour moi. Et, je pense que c'est un rôle qui revient souvent. Quand on parle de Val Kilmer, on pense beaucoup à son personnage dans Heat. Après, il y en a d'autres. Il y a son rôle dans Top Gun, il y a le Batman, enfin voilà, il y en a tout un tas. Mais à cette époque-là, lui, mon pote, il y a un film qui l'a énormément marqué. On a tous ce genre de découverte à l'adolescence, soit d'un film ou d'un groupe de musique ou un bouquin qui nous marque en profondeur et qui va devenir un élément important dans la construction de notre identité d'adulte. Lui, c'était la découverte de Jim Morrison à travers le film The Doors de Oliver Stone. Du coup, c'est dans ce contexte que mon pote me fait voir ce film, avec toute l'importance qu'il a eu pour lui et l'impact dans sa cinéphilie et la construction de sa culture au sens le plus large. Et comme mon pote est décédé quelques années plus tard, à chaque fois que je vois Val Kilmer, ça me fait penser à lui et ça me rappelle cette époque assez particulière. Tu m'avais raconté ton amitié qui t'avait porté pendant plusieurs années, parce que c'est un pote que tu as rencontré en école de ciné, mais avec qui t'as fait quand même tes premières armes, dont ton long métrage Le Vrai Lieu. Mais je savais pas du coup que c'était aussi à ce point lié, tricoté avec The Doors, ce film, et Val Kilmer. Du coup, je pense qu'on a trouvé notre temps. Je vais le regarder. Salut Aurélien, j'ai pu voir du coup The Doors de comment il s'appelle, Oliver Stone. Et écoute, c'était intéressant. J'étais, je pense, avec des attentes mêlées de craintes. Et c'est un petit peu tout ça que je retire du film. Donc c'est un rise and fall assez classique, donc un biopic sur un rocker, Jim Morrison, avec tous les ingrédients qu'on peut attendre de cette époque, sexe, drogue et rock'n'roll. Et moi, j'étais intéressé à la fois par le traitement plastique des séquences, on va dire, psychédéliques. Comme tu sais, c'est un truc qui m'intéresse pas mal dans le cinéma. Et aussi le traitement de l'époque, en fait. Comment les années 60, 70 étaient rendus justement sur cette thématique du mouvement autour des portes de l'esprit, comme c'est dit dans le film.
Et je voudrais peut-être en dire un peu plus après, mais j'aimerais bien d'abord que tu me racontes comment ça s'est passé pour toi de revoir ce film avec tout ce que tu m'as dit sur le contexte que ça avait pour toi par rapport à ton ami qui est décédé. Et sachant que voilà, ça parle quand même d'une mort jeune aussi. Salut Mister C. Bah écoute, malgré le contexte que je t'ai décrit, je crois que j'ai revu le film avec beaucoup plus de recul qu'à l'époque, hein. Et avant d'aborder frontalement la mise en scène, étant donné qu'on dédie un petit peu cet épisode à Val Kilmer, je crois que je voulais aborder en premier lieu la performance de Val Kilmer qui est incroyable dans le film. Le mimétisme est vraiment parfait. Bon, Val Kilmer déjà ressemble physiquement à Jim Morrison et puis son interprétation, elle est complètement habitée, quoi. Bon, sur un biopic, c'est quand même un point qui est assez essentiel. C'est pas toujours réussi et là, pour le coup, je crois que ça fonctionne hyper bien, quoi. Enfin, c'est par moment, on oublie presque qu'on est dans une fiction qui reconstitue des personnages existants. La projection Jim Morrison, Val Kilmer, elle fonctionne à 100% et on a presque à un moment donné une sensation de regarder un documentaire sur Jim Morrison. Donc voilà, je trouve que ça c'est assez bluffant, sachant que Val Kilmer a eu très peu de premiers rôles quand même dans sa carrière. Il est connu pour avoir enchaîné les seconds rôles et je pense que c'est quand même un point qui est à souligner. Puis je crois il a eu zéro nomination ou zéro récompense pour cette prestation, qui pourtant, à mon sens, en méritait vraiment une. Je suis d'accord sur la performance de Val Kilmer, qui est assez incroyable en termes de mimétisme, mais aussi en termes, on va dire, d'ambiguïté sur le personnage, parce que moi en voyant le film j'étais en train de me dire en fait c'est pas du tout un éloge de Jim Morrison, c'est très acerbe comme portrait. J'ai trouvé le personnage en tout cas personnellement détestable et pour l'anecdote il y avait Mathilde, ma copine, à côté pendant une moitié du film et elle arrêtait pas de faire disons que c'est pas possible, oh là là. Et je comprends en fait que sans le contexte de l'époque, sans voir ce que représentait ce personnage pour les gens à l'époque et quel pourrait être le propos d'un Oliver Stone en le prenant au premier degré. Ah, désolé, il y a des bruitages. Donc, en le prenant au premier degré, ça peut être quelque chose de vraiment repoussoir avec le temps, parce que ça représente vraiment le climax de la masculinité toxique, en fait. C'est un personnage qui, au début, est très comme ça, gourou, philosophe, poète, et qui va finir par devenir une sorte de sombre merde égocentrique. Et il y a, je trouve, un propos très intéressant de la part du réalisateur sur la fascination qu'on peut avoir pour ce genre de personnage, alors que en fait c'est quelqu'un de perdu, de paumé, qui joue un rôle et qui sait même pas pourquoi il joue ce rôle-là. Je te rejoins totalement sur l'ambiguïté du personnage. Et là encore, d'après ce que j'ai lu un petit peu sur le film, apparemment c'est quelque chose qu'on doit notamment à Val Kilmer. Parce que lui, il voulait pas faire une apologie de la drogue. Donc du coup, il a voulu apposer un regard un petit peu plus ambivalent sur le personnage de Jim Morrison. Je pense que c'est important de souligner cette implication de Val Kilmer qui ne se contente pas juste de proposer une interprétation, mais il va proposer aussi un angle qu'Oliver Stone après a décidé de suivre dans le scénario. Sur l'impact de Val Kilmer sur le scénario, le film, ça me rappelle le documentaire Val, dans lequel on le voit et on voit des images qu'il a tournées. Et ce qui revient pas mal, c'est que apparemment c'était un mec assez chiant avec les réals et qu'il s'est aussi fait une réputation de personne difficile avec laquelle travailler. Donc on sent bien aussi peut-être dans le personnage qu'il crée avec presque la fameuse méthode de l'acteur studio que en fait il arrive et presque il impose sa performance au réalisateur plus que le réalisateur le dirige vraiment et je pense que c'est intéressant aussi de se rappeler que comme tu l'as dit il était pas à l'aise avec la drogue mais parce qu'il était
très, très croyant en fait. Il avait vraiment une morale presque traditionnelle, ce qui jure un peu avec sa figure de beau gosse blond surfeur, mais qui est quand même très présent, je pense, dans la manière dont il a géré sa carrière. Pour moi, il y a deux écueils dans lesquels tombent souvent les biopics. C'est soit d'un côté une focalisation trop importante sur la personnalité privée et donc au risque de développer des séquences, des passages trop peu intéressants pour le récit. Et de l'autre, une fascination trop importante pour le personnage public au risque de rester paralysé par la crainte d'écorner l'image. Et en fait, Oliver Stone, il prend le parti pris de raconter et de questionner l'icône. Et d'ailleurs, au final, il y a très peu d'éléments biographiques de la vie d'avant de Jim Morrison. Il y a peu d'éléments sur son passé, sur sa famille. Il y a 2-3 allusions dans le film, mais on voit bien qu'il essaye de tenir à l'écart ce passé. Parce qu'il veut se concentrer sur sa dimension mythologique. D'ailleurs, c'est le cas dans la scène avec la journaliste là, dans la douche. Elle le confronte à ses mensonges et elle ressort l'histoire de son père. Et là, on voit à quel point ça le bouleverse parce que lui, c'est vraiment quelque chose qu'il essaye de gommer et il est dans cette posture de création d'un personnage totalement légendaire. Au final, la seule séquence qui fait référence à l'enfance de Jim Morrison, c'est celle de l'accident dans le désert, donc la scène d'introduction. Et, euh, et elle est abordée comme faisant partie intégrante de la légende Jim Morrison. En fait, il y a un parti pris. euh, on n'est pas dans quelque chose de foncièrement réaliste. Elle est là comme une espèce de clé de lecture, comme une scène fondamentale, comme un événement traumatique qui serait à l'origine en fait de la poésie de Jim Morrison. Ce que tu me dis, ça me fait penser du coup à la célèbre phrase dans le film de John Ford qui a tué Liberty Valance. Entre la réalité et la légende, imprimer la légende. Là, j'ai l'impression que c'est ce que a voulu faire Oliver Stone, imprimer la légende, mais tout en disant au spectateur, c'est bien une légende, ne vous faites pas avoir, je suis en train de vous raconter des bobards presque. Tu le disais, le film commence sur cette vision quand il est enfant d'un accident où des personnes amérindiennes sont blessées en sang. Et on a dit à quel point ce thème allait hanter le personnage pour la suite. Mais juste après, en fait, ce qui est intéressant, c'est que on trouve Jim Morrison adulte alors qu'il est étudiant en cinéma. Et il présente un film à la classe et à son prof, film qui est extrêmement mal reçu, car jugé ampoulé, égocentrique, avec, on va dire, une sorte de prétention bien plus grande que ses capacités à pouvoir délivrer un message. Et par rapport à cette critique qui lui est faite, il préfère s'en aller et quitter les études de cinéma. Et je trouve que en fait, il faudrait presque revoir cette séquence une fois qu'on a vu le film en entier, parce qu'à mon avis, le réal nous dit beaucoup de choses en fait sur ce qu'il pense du personnage à ce moment-là et sur comment on peut éventuellement essayer de restituer cette personne à la fois très jeune, très flamboyante et en même temps un peu un peu con quoi. Donc j'aimerais bien peut-être revoir l'extrait. Je vais voir si j'ai le temps pour qu'on puisse en parler. Ça me permet de faire un pont avec la piste que tu proposais sur le traitement de l'époque. En fait, je pense que c'est pas anodin d'avoir choisi Oliver Stone et c'est même une bonne chose. C'est-à-dire que c'est un réalisateur qui, tout au long de sa filmographie, s'est beaucoup intéressé à cette période historique des États-Unis, souvent avec un prisme très politique. Voilà, la même année, il sort JFK. C'est aussi le réalisateur de Platoon. Parce que c'est une époque qu'il a personnellement connue. Lui-même a servi dans l'armée. Enfin, il a fait la guerre du Vietnam, donc il a été
profondément marqué par cette époque-là. Et comme je te disais, il a beaucoup traité l'aspect très politique. Et je vois dans les Doors une espèce de contre-champ culturel et artistique de cette période. Donc, pour info, j'enregistre dans le train parce que je reviens de Nice où il y avait un festival du film IA où je suis intervenu dans une table ronde avec des réalisateurs comme Thomas Bidegain et Bertrand Bonello pour discuter IA et mise en scène. Et c'est pas anodin parce que je trouve qu'il y a quelque chose de très psychédélique dans le film dont on parle, The Doors, et quelque chose de vraiment de l'ordre de la vallée de l'étrange qui touche aussi aux images qu'on peut voir quand on utilise les IA. Peut-être on en parlera un peu plus en détail, mais comme là je l'ai en tête vu que je te dis j'ai le sujet que je viens de traiter. Moi je trouve que c'est un traitement qui m'a vraiment perturbé la question du psychédélisme ou des hallucinations dans le film, parce que ça va pas être une séquence bien définie où on va voilà, rentrer dans un trip. Alors il y a des séquences de trip, mais on va dire que c'est dilué un peu dans tout le film. Pendant tout le film, on a l'impression d'être un peu à côté du réel, à côté de la réalité. Et je trouve que les dialogues sont assez frappants pour essayer de trouver du sens à ces choix de mise en scène. Et peut-être que c'est un peu aussi le cœur du, du dilemme ou on va dire de la controverse qui court tout le long du film. Il y a notamment un musicien qui dit au chanteur et on a pris des drogues pour s'ouvrir l'esprit, pas pour faire la fête. Et sauf qu'à ce moment-là, Jim Morrison, il est allé trop loin et il est devenu addict et il est plus du tout dans quelque chose tourné vers les autres et ça le dépasse. Il est complètement traversé par son addiction. Et en même temps, ça n'empêche pas tout ce qu'on projette sur lui parce qu'il est extrêmement beau, parce que il a du charisme, parce que il a une façon de parler mystérieuse. Et là, ça devient un gourou en fait malgré lui, avec une scène mais dantesque de concert qui tourne au Bacchanal avec des gens à poil, lui qui descend dans la foule, qui se fait toucher comme si c'était le Messie. Enfin, j'ai trouvé que c'était un film assez exigeant quand même. Tu peux pas dire à la fin, voilà, je pense ça de Jim Morrison. C'est assez clair et carré. Je crois que c'est un film quand même qui se décante un petit peu. Et je l'aurais pas vu si j'avais de la même manière si j'avais pas vu d'autres films d'Oliver Stone. Je trouve que comme tu le dis très bien, c'est le contre-champ culturel et artistique d'une époque qu'il a surtout filmé d'un point de vue politique et complotiste. Et là, on a un petit peu dans quoi baignent les gens à l'époque, c'est-à-dire il faut faire exploser les carcans des institutions que sont la police, l'État, les normes, les valeurs traditionnelles, la famille, mais dans une sorte de grande fête bacchanale où on perd pied, on sait plus ce qu'on veut, on sait plus pourquoi on le fait, et ça devient juste un truc maudit où on est perdu dans une sorte de no man's land et de monde entre les mondes où voilà, on est piégé. Et je pense qu'il y a aussi un truc très fort sur la question du génocide amérindien, avec cette figure un peu du chef Sioux qui va hanter Jim Morrison, comme si presque on lui avait jeté un sort et il allait ensorceler à son tour l'Amérique à base de chansons et de paroles cryptiques. Un élément qui me frappe aussi quand tu me parles du coup de Val Kilmer qui souhaitait vraiment donner une autre image de la drogue parce qu'il a des valeurs conservatrices, c'est un peu la phrase que Tarantino a dit à la sortie de Once Upon a Hollywood. Il disait qu'il en voulait à ces fucking hippies d'avoir tué le rêve américain. Et malgré voilà le peu d'amitié que je porte à Tarantino, je comprenais pas trop la phrase, je voyais pas à quoi il faisait référence. Et je trouve qu'en voyant The Doors, on comprend un peu mieux la période trouble et aussi cauchemardesque que a pu avoir le mouvement hippie. Parce que nous, en France, peut-être, on voit surtout le mouvement hippie comme Flower Power, faut faire la paix, etc. Mais il y a aussi une dimension de l'ordre de la secte presque, ou de l'abus de pouvoir, de la fascination qu'on peut avoir pour des personnalités magnétiques. Et je trouve que le film montre bien que, à force de tirer à boulet rouge sur toutes les figures d'autorité, il ne fait pas suffisamment l'autocritique, ce Jim Morrison, pour se dire attends, je suis peut-être en train de remplacer les flics, la famille, l'État par juste une croyance en moi. Alors là, je m'arrête parce que je vois un gamin qui surfe en s'accrochant
à un essuie-glace d'un tram. Enfin, il était accroché à l'essuie-glace d'un tram. Bref, c'est Marseille, bébé. Mais enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, que le film, il encapsule vraiment à la fois les espoirs et les craintes du mouvement hippie, et il nous donne, peut-être à nous, Européens, qui avions juste l'image d'Épinal ou Stock, un autre regard aussi sur ce que ça a pu être d'être à cette période-là, dans cette instabilité des valeurs, des institutions. Voilà, j'aimerais que tu me dises ce que tu en penses. Ça fait aussi penser au film de Paul Thomas Anderson, avec Joaquin Phoenix, adapté du roman de Thomas Pynchon. Comment ça, il s'appelle ce film déjà? Enfin, tu vas retrouver le titre, mais où c'est un espèce de trip paranoïaque sous acide, et qui est à peu près dans la même période, avec voilà, un background qui est entre le mouvement hippie et la secte, justement, et les allers-retours qu'il peut y avoir entre les deux. Et je pense que c'est assez intéressant de se demander comment le film a pu être fait. Et peut-être il a pu être fait aussi par la rencontre entre Val Kilmer, plutôt conservateur, plutôt, on va dire, républicain, si on veut le mettre dans une case, et Oliver Stone, plutôt progressiste, plutôt démocrate. Et que c'est vraiment la rencontre de ces deux figures, de ces deux personnalités qui donnent le film The Doors, qui du coup ne s'appelle pas Jim Morrison, ça s'appelle The Doors. Et finalement, le film commence avec la création du groupe et finit avec la mort de Jim Morrison, qui veut dire aussi la mort du groupe. Donc c'est intéressant de se dire que c'est un biopic qui quand même rentre par un segment très spécifique où les artistes disent sans arrêt, les musiciens, on doit toujours décider de tout, on est dans un idéal démocratique, on fait tout ensemble, etc. Et en même temps, Jim Morrison qui a une philosophie qui sur le papier est très libertaire, et finalement écrase un peu les autres, parce que en conférence de presse, on lui demande toujours son avis à lui seul, il a plus de charisme, les gens sont fascinés, et par les gens, il y a à la fois les groupies, mais aussi les reporters, il y a aussi les célébrités, il y a un passage avec Andy Warhol qui le regarde de manière hyper creepy, comme s'il avait en face de lui une icône religieuse, quoi, presque, mais avec laquelle il voudrait peut-être coucher. Donc tous ces éléments nous parlent vraiment de la tentation d'ériger comme ça une figure christique, et que c'est assez délétère en fait pour le groupe. Et j'ai aussi beaucoup été impressionné par les plans sur les fans pendant les concerts, où on a vraiment des yeux exorbités, on a des mains qui essayent de toucher comme ça la figure frêle de Jim Morrison. Quand à un moment donné il tombe, les mains se jettent sur lui, sur son corps, comme si c'était un corps sacré qu'il fallait toucher pour avoir un peu de magie. Donc ouais, j'ai trouvé que c'était un film qui de la part, je pense, du réalisateur avec sa filmographie, on aurait pu s'attendre à quelque chose de beaucoup plus premier degré, en mode regardons le sacrifice d'une idole du rock, et comment on va tous s'attrister parce qu'on n'a pas su en fait en prendre soin. Et finalement, il nous montre vraiment la part sombre, on va dire, de ces années-là, et que derrière le flower power, il y a aussi eu une sorte de bad trip, de descente. C'est comme ça que je l'ai vu. Je l'ai vu comme la descente de drogue. Donc, quand on prend des drogues, il y a souvent une montée et ensuite une descente. Et là, pour moi, The Doors, c'était pratiquement que la descente. Ouais, t'en parles bien, je suis d'accord avec toi. J'aime bien quand tu dis il encapsule les espoirs et les craintes du mouvement hippie. Je dirais même que c'est l'ambition d'Oliver Stone, c'est de créer une personnification du mouvement hippie à travers le rise and fall de Jim Morrison. Je trouve que la comparaison avec Inherent Vice, elle est pertinente. J'avais pas pensé, mais effectivement, il y a clairement de ça. Mais j'ai aussi beaucoup pensé à Las Vegas Parano de Terry Gilliam sur ce côté désillusion et mort du mouvement hippie. Après, les mots de Tarantino, ouais, bon, bah, c'est les mots de Tarantino. Et c'est ceux d'un républicain chevronné qui déteste les hippies. Je sais pas si c'est les hippies qui ont tué le rêve américain. Et je sais pas si c'est vraiment ce que raconte le film. Moi, je dirais plutôt que c'est le capitalisme qui a tué le rêve hippie. Comment le système arrive à récupérer et à détourner les figures de la contestation pour les rendre totalement inopérantes. Et ça, c'est clairement montré
dans une séquence où le groupe est au studio d'enregistrement et il y a une pub qui passe à la télévision qui a repris Light My Fire. Et on voit bien à ce moment-là que ça pose aucun problème aux musiciens d'avoir vendu leur art au capitalisme. Et d'ailleurs, cette scission, elle arrive un peu plus tôt dans le film, je dirais au milieu, je ne sais plus à quel moment elle intervient, mais c'est pendant la scène de soirée à la Factory, où à ce moment-là, le groupe décide de rentrer parce que demain, ils doivent assumer un concert. Et au même moment, il y a Jim Morrison qui les supplie de rester, de continuer leur quête de recherche, de dépassement des portes de la perception. Et à ce moment-là, le groupe s'y refusent. En fait, on voit bien que pour eux, on est rentré dans un cadre professionnel. La musique, elle n'est plus là pour accompagner une recherche spirituelle, mais c'est devenu un gagne-pain qu'il faut assumer. Je pense que c'est l'un des premiers décalages entre les différents membres du groupe et Jim Morrison. Et ça marque le début de la déchéance et d'une défonce beaucoup plus glauque et plus du tout tournée vers la recherche spirituelle. Pour moi, cette scène, je la vois complètement différemment. Donc, on est au studio et il y a une pub qui passe sur une télé et le groupe avoue à Jim Morrison qu'ils ont donné les droits de la chanson pour la publicité et s'ensuit du coup un conflit et une dispute. Mais pour moi, ce qui est clair dans ce moment, c'est que Jim Morrison est absent en fait, ne prend pas du tout part à la vie du groupe et aux décisions et que dans le regard et dans les propos de ces musiciens, en fait, c'est le principal responsable de cet échec d'avoir cédé. C'est que sur le moment, les trois restent en mode pourquoi pas, mais que si Jim Morrison il avait été présent, ils auraient pu complètement revoir leur position et qu'il en veuille plus finalement d'être absent que de ne pas avoir finalement été d'accord avec eux sur cet aspect-là de vendre ou pas les droits de leur musique. Donc pour moi, c'est vraiment une séquence qui montre que Jim Morrison est déjà perdu, est déjà complètement dans dans une spirale auto-centrée, narcissique, et qu'il est plus du tout dans l'idéal du groupe du début. Et, et je crois que pour moi, je l'ai vraiment vécu comme étant le réalisateur nous montre à quel point il était tombé bien bas par rapport à ses idéaux. Et d'ailleurs, juste après, il y a cette scène dont tu parlais avec Andy Warhol. Et ce face-à-face Morrison-Warhol, il n'est pas anodin, puisque Warhol est fasciné par l'icône qui est devenue Jim Morrison. Puisque effectivement, Andy Warhol, il est connu pour son travail de détournement des icônes de la culture populaire, qui va décliner et détourner jusqu'à l'épuisement. Et à ce moment-là, pour moi, ce face-à-face, c'est le face-à-face d'Andy Warhol avec ce qui représente encore une icône brute, contestataire, qui s'apprête à être avalée et vampirisée par la pop culture. Et d'ailleurs, pour moi, cette scène, elle va de pair avec la séquence du photoshoot. Je ne sais plus si elle intervient avant ou après, mais pour moi, c'est un petit peu la même idée qui est développée. L'idée du personnage de Jim Morrison qui est récupéré par la pop culture. Dans cette scène, on voit la photographe qui passe la séance à flatter et complimenter Jim Morrison en lui disant ce qu'il a envie d'entendre pour nourrir un petit peu ce délire égotique. On est vraiment dans la mise en scène d'un couronnement à travers les costumes et les postures. Et en fait, c'est vraiment une scène de vanité. Et ça, on mesure à quel point ça séduit Jim Morrison, qui se laisse complètement aller à cette idée, à cette récupération. D'ailleurs, il le dit après, plus tard, dans une scène avec Pam, où en fait, il aime la fame. Il adore ça et il se jette en plein dedans. Je voulais parler aussi de la compagne de Jim Morrison, Pam, je crois que tu l'appelles comme ça et je pense que tu as raison, où plusieurs fois dans le film on nous montre à quel point elle est blessée, elle est agressée par Jim Morrison. Elle est au minimum délaissée quand il est au maximum de sa fame parce que il a des groupies qui viennent le voir, le séduire, mais il va jusqu'à l'agresser
et tenter de la tuer, en fait, à un moment donné, en mettant le feu à un placard où elle s'est enfermée. Et malgré ça, en fait, elle revient. Elle revient avec une sorte de béatitude et de regard hagard qui montre qu'elle est complètement sous emprise. Et même si elle aura finalement le dernier mot un peu du film, on sent que Oliver Stone veut montrer par la trajectoire de ce personnage toute la toxicité que Jim Morrison peut avoir en tant que gourou de secte, dont elle est finalement la première disciple et la première victime. Oui, je te rejoins totalement. Et d'ailleurs, moi, il y a une scène qui m'a pas mal marqué. C'est celle dans laquelle Jim Morrison demande à Pam si elle est prête à mourir pour lui. Il va jusqu'à menacer de se suicider pour obtenir la réponse qu'il veut. Je pense que ça montre bien tous ces mécanismes de manipulateurs pervers complètement mégalomanes. Il y a aussi le rapport à la sexualité et aux infidélités. T'en as un petit peu parlé. Là où on associe souvent le mouvement hippie à la libération sexuelle, on se rend compte que c'est quelque chose de totalement asymétrique dans leur couple, puisque là où Morrison s'autorise tout un tas de relations extra-conjugales, on se rend bien compte que c'est quelque chose qui est totalement interdit pour Pam. Elle se doit d'être entièrement tournée vers lui dans ce rapport de domination que tu décris bien. Et cette relation, je trouve qu'elle est assez finement écrite. Euh, je trouve que c'est finalement assez avant-garde pour l'époque et assez clairvoyant finalement. Parce qu'en fait, Oliver Stone met en lumière une certaine forme d'hypocrisie du mouvement qui se voulait contestataire. Et au lieu de détruire les structures de la société patriarcale, il se retrouve à le reproduire de la manière la plus brute qui soit. Et pour être totalement honnête avec toi, je crois que à l'époque où j'ai vu le film, j'étais beaucoup moins choqué par le caractère toxique de cette relation. Je crois même que c'était quelque chose que je trouvais assez glamour et romantique. Et je pense que ça fait partie de la culture dans laquelle on baignait à l'époque. Et, euh, et voilà. Et aujourd'hui, je me rends compte. Alors, c'est le même film. Hein, il est mis en scène. C'est la même mise en scène. C'est la même chose. Et pourtant, je le regarde vraiment d'une autre manière. Comme quoi, il y a certaines portes de la perception qui ont été ouvertes. Je viens de revoir la séquence dont je te parlais au début du film, c'est-à-dire où Jim Morrison est un étudiant en cinéma et où on nous montre un de ses supposés films d'études, film où on alterne entre des images d'archives du régime nazi avec Adolf Hitler et la foule qui est complètement en extase et des scènes de transe d'un chaman. D'ailleurs, cette figure du chaman, elle va revenir plusieurs fois dans le film. Les, les journalistes ou les proches de Jim Morrison vont lui demander est-ce que vous êtes vraiment un chaman est-ce que vous voyez des choses, etc. Et lui-même, il est un peu fasciné par cette figure en disant le chaman a des visions et quand il les communique à son peuple, il soigne son peuple, toute la tribu est soignée d'un coup. Et donc si on revient au film qu'on nous montre au début, c'est intéressant parce qu'il y a un peu quand même cette fusion entre la figure du dictateur gourou suprême et le chaman qui est à la fois artiste, prêtre, visionnaire. Et d'ailleurs, dans les séquences où on voit les fanatiques du régime nazi, il y a des choses qu'on va retrouver dans les fans des concerts. C'est-à-dire que c'est un peu le même angle plongé avec les mains qui se tendent vers le haut, les yeux exorbités. Donc je trouve que là, il y a vraiment un propos assez fort pour nous introduire la trajectoire du personnage. Et dernière petite chose que j'ai remarqué, le film en noir et blanc de Jim Morrison, le court-métrage qu'il présente comme étudiant, se finit avec la caméra qui presque tombe vers la rue en contrebas. Il y a un mouvement assez brusque en mode, c'est comme si on passait par-dessus le toit sur lequel Jim Morrison marche. Et donc ça va évoquer évidemment beaucoup plus tard sa tentative de suicide en haut d'un immeuble. Et puis après sa mort d'une crise cardiaque. Trop cool cette analyse de séquence, Mister C. J'avais noté ces plans issus de la propagande nazie dans le court métrage, mais je n'étais pas allé au bout de cette analyse. Et ouais, ça me parle, ça me parle. En fait, on voit bien que c'est une des thématiques principales du film.
Il y a vraiment une réflexion sur cette figure du poète comme chaman qui vient ouvrir les portes de la perception et son pendant maléfique, ou du moins sa dérive, la bascule vers le leader à tendance gourou. Et ce qui nous dit en fin de compte, c'est que la frontière est très fine. Et je pense que c'est en partie pour ça que le film a reçu pas mal de critiques à sa sortie, et notamment de la part des membres du groupe qui disaient ne pas reconnaître vraiment Jim Morrison. Parce qu'en fait, Oliver Stone assume vraiment de pas être dans une position de fascination béate devant l'icône qu'il adapte. Et je pense qu'on n'est pas habitué finalement de voir ça dans un biopic, de remettre autant en question le personnage et la légende. Et je trouve que c'est un procédé assez malin parce il emprunte cette figure du chaman dans la poésie de Morrison, et en fait il en propose une déclinaison dans l'arc narratif du personnage. Et je l'ai déjà dit, je me répète un peu, mais c'est ce qui fait que le film a vraiment un point de vue. Il ne se contente pas de faire un portrait consensuel. Et du coup, je voulais un petit peu compléter ton analyse, parce que tu parles de la figure du chaman et du leader charismatique slash gourou. T'as raison, et j'en ai un petit peu parlé dans la séquence du photoshoot, mais je trouve qu'il y a aussi pas mal la figure du Christ. Pour moi, c'est aussi évident dans les scènes de concert, il y a cette dimension quasi messianique en fait. Et c'est également une esthétique qu'on retrouve dans ce célèbre cliché de Morrison torse nu. On a beaucoup parlé d'icônes, et je pense que c'est évident. En fait, dans l'esthétique du film, il y a aussi une dimension iconographie religieuse. Et pour moi, cette esthétique, elle est évidente dans la séquence de la prise de drogue dans le désert. C'est une scène où les membres du groupe partent pour prendre de l'acide dans le désert. On est dans une séquence un petit peu clipesque, avec des plans psychédéliques, pas mal symboliques aussi. Et sur le morceau The End, c'est un petit peu une scène d'épiphanie qui scelle le pacte entre les membres du groupe. Et cette scène, esthétiquement, elle a une forte dimension biblique. Dans l'ambiance, il y a un petit côté récit des origines. Il y a un petit côté Jésus et ses apôtres qui vont répandre la bonne parole. Et je me rends compte en fait que c'est dans cette réflexion autour du poète chaman versus leader gourou qu'on retrouve le Oliver Stone cinéaste politique. En fait, il se contente pas de réaliser une commande, un biopic de studio. Il appose sur ce portrait son regard de cinéaste. Je suis totalement d'accord avec toi sur le fait que c'est vraiment un film d'Oliver Stone et qu'il a un regard politique sur la période et sur cette figure de gourou slash poète. Ça va bien avec d'autres films qu'il a pu faire, par exemple Wall Street, où il y a aussi une question de fascination, une question de jusqu'où en fait un mentor peut faire envie à un disciple jusqu'à peut-être le faire passer du côté de la criminalité. Sur l'aspect plus positif de la figure de Jim Morrison, on disait que c'était une figure importante du mouvement hippie, qui était du coup une période où on a vraiment essayé de faire exploser les institutions coercitives, dont la police. Et je trouve qu'il y a une image aussi assez forte qui revient beaucoup, qui est ces policiers qui sont sur scène pour prévenir de débordements. Du coup, on a des rockers d'un côté, une foule en délire de l'autre, et au milieu, la police qui fait barrage de son corps. Et on a plusieurs passages où, en fait, on va voir que Jim Morrison va vouloir faire éclater en fait cette institution-là en insultant les policiers sur scène, en faisant des allusions graveleuses, mais aussi en les poussant ou en les gênant. Et on arrive dans ce climax de ce concert où il finit par descendre dans la foule, où en fait les policiers sont complètement débordés par la transe que Jim Morrison crée. Et, euh, et je trouve que c'est assez intéressant parce qu'on a à la fois le mouvement hippie et son côté festif, mais aussi son côté très politique, parce que ça rappelle en fait des émeutes sur les universités, les campus, où les policiers et les étudiants se sont directement affrontés, et il arrive à le faire du coup en une seule scène.
Je pense qu'on pourra encore en parler longtemps. Après, ça va être de plus en plus difficile pour moi parce que, à part le court extrait sur le court métrage, je l'ai vu il y a maintenant plusieurs jours, peut-être même une semaine. Donc, je pense qu'il est temps de conclure. Qu'est-ce que t'en penses? Je suis content d'avoir revu ce film, content d'avoir revu Val Kilmer dans ce rôle, et puis surtout d'avoir pu en parler avec toi, de savoir ce que toi t'en avais pensé, de comment tu l'as reçu. Et tes analyses, elles m'ont amené à poser un nouveau regard sur le film. C'est un peu bête de le dire comme ça, mais c'est vrai, c'est toujours cool de revoir un film qui nous a marqué plusieurs années après. Parce qu'en fait, on voit jamais la même chose et je trouve que c'est fascinant. C'est un peu ce qui s'est passé aussi avec Lost Highway et tous les films de Lynch que ça m'a amené à revoir. En fait, ça me donne envie de refaire ce même exercice sur d'autres films. Je te l'ai dit dans l'intro, The Doors, c'est un film qui a marqué mon pote à l'époque de son adolescence. Mais moi, il y a eu un autre film qui a eu cet impact quand j'étais au lycée, c'était Last Days de Gus Van Sant. Et je sais pas, je me dis que j'aimerais bien refaire ça avec ce film, j'aimerais bien le revoir et qu'on en discute. Ou alors si toi, de ton côté, tu as aussi un film comme ça qui t'a marqué à l'adolescence et qui a un petit peu été déterminant dans la construction de ton identité, bah, pourquoi pas en parler. Enfin voilà, je te laisse me dire. Pour conclure, moi je dirais que notre conversation, elle m'a aidé à comprendre à quel point la fabrication d'une star, la starification, c'était politique et que c'était peut-être ça qui avait intéressé Oliver Stone, qui est un cinéaste éminemment politique. Et voilà que derrière un biopic, somme toute assez classique à premier regard, en fait, il pouvait se cacher un vrai propos presque ben, anti oui, presque à contrepoint de ce qu'on attendrait d'un tel exercice. Euh, et du coup, je pense que si j'avais vu ce film alors que j'étais ado, je pense pas que j'aurais capté tous les sous-entendus dont on a pu un peu discuter là, au travers de tous nos messages. Donc c'est assez cool en fait de le voir, on va dire à l'âge adulte, pour vraiment en décliner tous les sens, toutes les interprétations possibles. Et sinon, par rapport à la piste que tu proposes de revenir sur un film qui nous a marqué adolescent, moi, je sais pas pourquoi, mais j'ai pensé à Cure de Kyoshi Kurosawa. Parce que je pense que quand j'étais ado, j'étais vraiment dans un délire de la réalité n'est pas la réalité, la perception de la réalité est faussée, derrière se cachent différentes réalités, etc. Donc un délire un peu peut-être doucement parano, mais qui était aussi un peu euh, on va dire, nourri des lectures, notamment de Philippe K. Dick que je faisais. Et pourtant, j'ai vu Blade Runner bien plus tard, à l'âge adulte. Donc, comme quoi. Mais voilà, si ça c'est une piste qui t'intéresse, moi je serais ravi de revoir ce film parce que en plus je pense que je l'ai pas revu depuis mes 15 ans ou 16 ans. Donc ça pourrait être intéressant. Mais on peut commencer par le Gus Van Sant, évident.